Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Maude Savaria au micro. La semaine dernière, c'était le colloque Jean-Marie Fecteau et l'équipe d'Histoire 2 en collaboration avec le comité organisateur a enregistré tous les panels, toutes les présentations des groupes de recherche du département d'Histoire. Donc, c'est-à-dire les recherches sur le site de Karnak en égyptologie, le CHRS qui est le Centre d'Histoire des régulations sociales et le GRHS qui est le groupe de recherche en histoire des sociabilités, ainsi que la table ronde du mercredi sur les défis technologiques en histoire. Donc, c'est toujours disponible sur la page Facebook du colloque Jean-Marie Fecteau qu'on vous invite à aimer et ce sera disponible en balado-diffusion dans peu de temps. Donc, laissez-nous un peu de temps pour faire le montage, puis ça va être sur le site de Choc bientôt. Donc, c'était 3 jours bien remplis et ça vous donne une idée de ce qui se passe au département d'histoire en dehors de l'émission d'Histoire 2. Donc aujourd'hui, j'accueille un nouveau chroniqueur, Alexandre Blier. Bonjour Alexandre. Bonjour, ça fait plaisir. Bon, Alexandre, tu es étudiant à la maîtrise avec Gaétan Thériault, toi aussi, comme Magali. Et tu t'intéresses aux relations entre les cités grecques d'Asie mineure et la dynastie Attalide au 2e siècle. Donc peut-être que tu vas nous en parler une autre fois, mais pas aujourd'hui. Ouais, mon objectif, ça va être bientôt. Ben, on attend ça. Ensuite, on a avec nous David Girard qui vient nous parler du quartier Milex ou Mylen. Et il a titillé notre intérêt avec sa publicité style True Crime. Donc, j'ai très hâte. Bonjour David. Bonjour. Et pour terminer l'émission, Marie-Lou Tanguay vient nous parler des Guerrilla Girls, toujours des femmes badass. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Et en studio avec nous, il y a Magali Lagumaltais. Magali, bonjour. Salut. Tu es une des personnes de l'équipe qui a présenté au Collège Jean-Marie Fecteau, donc on va t'avoir ton panel en balado. Oui, j'ai bien hâte d'entendre ça. Ben moi aussi, j'ai pas pu être là pour t'écouter, fait que c'est bien. Il y a Marie-Laurence et Vicky qui ont été aussi au colloque, donc on a hâte de les entendre, et Nicolas aussi, qui sont tous chroniqueurs-chroniqueuses à l'émission. Et à la régie, nous avons Valérie Beaulieu-Paquette. Qu'est-ce que tu as pour nous, Valérie, aujourd'hui? Aujourd'hui, mes chers amis, j'aimerais vous présenter un instrument de musique sorti tout droit de l'étrange monde qu'a été l'Union soviétique. Ah. Un instrument qui, selon moi, à la fois touchant et tragique. Pour vous donner quelques indices, il s'agit du plus ancien instrument de musique à fonctionner à l'électricité. Il se joue avec les mains, bien que le musicien n'y touche jamais, et il a été popularisé dans les années 20 et 30, 1900, by the way, en Europe et aux États-Unis. Mais je vais plutôt laisser la parole à Léon Térémine, dit Lev Termen. Il va vous expliquer comment ça marche. Электромузыкальный инструмент терменвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Oh. J'ai tout compris. Pour ceux qui parlent pas russe, il s'agit du thérémine, qu'on a aussi appelé l'hétérophone ou le théréminivox. C'est un instrument qui produit donc un champ électromagnétique et qui entre en contact avec notre propre champ électromagnétique humain. Bon, on arrive à manipuler donc les ondes. Wow. Sur l'antenne verticale, on joue avec les notes, alors que l'antenne horizontale sert à augmenter ou diminuer le volume de la note. Donc, si cet instrument est en soi captivant, la vie de son inventeur l'est tout autant. Léon Térémine gradue en 1916 et devient officier ingénieur des communications radiophoniques pour l'armée impériale du Tsar. Il s'est aussi formé au Conservatoire de musique de Saint-Pétersbourg en tant que violoncelliste. Lors de la Révolution de 1917, il a été témoin des premiers coups de feu au Palais d'Hiver, et c'est avec l'âme d'un homme complètement terrifié par les événements qu'il va joindre les bolcheviks. Il s'occupe alors de la station de radio de l'Armée rouge au sein du bataillon électrotechnique. Ça fait tough. Ça veut dire la radio, ça. Il est dans notre gang. Un an plus tard, en 1918, il élabore son premier prototype du thérémine et en fait finalement la démonstration en 1902 lors d'une très excitante foire industrielle soviétique à Moscou.
Bref, Lénine aurait eu vent de cette présentation en lisant les journaux et aurait de suite invité Térémine à lui faire une démonstration personnelle chez lui. Lénine voyait en cet instrument un fort potentiel publicitaire et révolutionnaire, bien évidemment, qui cadrait très bien avec son slogan « Le communisme, c'est le soviet plus l'électrification ». Donc, il va faire une commande de 600 térémines pour le propager à travers la Russie. Malheureusement pour l'inventeur, Lénine meurt subitement en 1924, donc la commande qu'il avait faite pour le nouveau régime est annulée. Et puis, paraît que Staline aurait eu aucun intérêt pour le térémine. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Térémine poursuit ses démonstrations et reçoit en 1927 la permission de voyager à l'étranger. Il va passer les 10 prochaines années de sa vie à faire des tournées en Europe et aux États-Unis, où il va même créer sa propre compagnie nommée Télétoc, ou Télétoche, je sais pas trop. Il est invité à performer dans les endroits les plus somptueux de New York, et son instrument sera utilisé notamment dans des films de suspense, d'horreur et de science-fiction, comme Spellbound de Alfred Hitchcock ou The Day the Earth Stood Still de Billy Wilder. Malheureusement, une très mauvaise décision fait en sorte que sa vie va prendre un tournant tragique en 1938. Alors qu'il revient en URSS, il se fait arrêter et envoyer au camp de Kolyma. On se demande pourquoi il est revenu. Oui, je sais pas, il y a juste lui qui le sait. Pour vous donner une idée, Kolyma, c'est une région en Sibérie où se trouvaient les principaux gisements d'or. C'est un camp complètement affreux. Là. Les températures atteignent parfois moins 60 degrés Celsius. Les prisonniers sont gardés dans des conditions tout à fait inhumaines et vraiment d'une violence inouïe. Environ 3 millions de personnes seraient passées par ce camp-là et seules 500 000 d'entre elles auraient survécu. Ça vous donne une idée. Après un an, il est transféré au camp de Omsk, puis de Kouchino, parce qu'ils se sont rendus compte que ce gars-là, c'est un scientifique, on pourrait l'utiliser. De là, il est au service de l'État jusqu'en 1964, année où, enfin relâché, il intègre sans plus de remous le département acoustique de la faculté de physique de l'Université de Moscou. Puis il a fait un dernier concert à l'âge de comme 94 ans à Stockholm en 90. Et puis il a rendu l'âme en 1993. Non, mais quel destin! Destin tragique. Oui. Hey, notre vie est plate. Je suis pas sûre que le Kolyma, ça me tente. Je vais m'en satisfaire. Donc, vous pouvez vous en douter, j'aurai des extraits de Térémine pour vous aujourd'hui. Ouh, super, on a hâte. Mais avant, on va poursuivre avec Alexandre qui nous parle de nul autre que Constantin. Oui, merci beaucoup de l'invitation encore une fois. La semaine dernière, Jean-Noël, qui est venu ici, nous a fait une excellente introduction à propos de l'évêque du Haut Moyen-Âge. Dans sa chronique, il a rapidement en fait abordé l'édit de Milan, puis promulgué par Constantin en 313. Puis en fait, ça m'a donné l'idée aujourd'hui de vous parler justement de Constantin, parce que son édit, c'est un événement majeur dans l'histoire du christianisme. Cet édit, en fait, accordait la liberté de culte à toutes les religions dans l'Empire. J'ai donc eu envie de discuter avec vous aujourd'hui de ce personnage de l'Antiquité tardive. Premier empereur chrétien, en fait, il a fondé une capitale en 330, Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul. L'influence de Constantin se fait encore sentir bien fort aujourd'hui, avec la plus grande fête de l'année qui est Noël. En fait, c'est lui qui a fixé... Fête chrétienne de l'année. On le souligne. C'est lui qui en fait, avant Noël, c'était la fête d'un dieu païen, le Sol Invictus, puis qui était, avant, c'est à partir de cette journée-là que les jours rallongeaient. En fait, lui a décidé d'établir la fête de Jésus aussi cette journée-là. Parce que à ce moment-là, dans l'Empire, il y avait il y avait une mode envers un certain monothéisme envers les dieux. Mais il y a un monothéisme avec des guillemets là, pour les dieux païens. Là, Donc un dieu principal, puis des petits dieux mineurs. Mais le christianisme aussi, c'est un peu ça avec les saints. Je comprends. Je suis pas une experte de la religion, je suis désolée. Pour accommoder, en fait, pour faciliter la conversion de certaines personnes, les saints, ça a été très utile. Ouais. Puis c'est certain qu'une fête qui arrive en même temps qu'une fête païenne, ça aide aussi la transition. Exact. Fait que là, je vais faire une petite contextualisation de l'arrivée au pouvoir de Constantin. Il est né, on ne sait pas, à peu près autour de 274-275, dans la province romaine de Mésie, qui est la Serbie actuelle. À ce moment-là, dans l'Empire, on est dans une crise qu'on appelle la crise du 3e siècle. Le pouvoir était assez instable. On passe un demi-siècle, c'est-à-dire de 235 avec la mort d'Alexandre Sévère, à 285 avec l'arrivée au pouvoir de Dioclétien. On passe 21 empereurs en un demi-siècle, dont seulement 2 vont mourir de causes naturelles. Donc, il y en a quelques-uns qui ont été il y a beaucoup de meurtres, j'imagine.
Donc c'est ça, il y avait une crise économique avec l'inflation des prix. Il y a une crise militaire avec les nombreux peuples barbares qui étaient aux frontières. Puis pour sauver l'Empire, Dioclétien a décidé, en plus d'éradiquer les chrétiens, parce qu'il pensait que ça allait sauver l'Empire, avec une grande persécution, parce que le monothéisme des chrétiens, en fait, c'était en totale contradiction avec l'État romain. Les Romains, ils devaient faire des sacrifices pour l'empereur, mais pour les chrétiens, faire un sacrifice envers l'empereur, c'est de l'hérétisme, donc ils le faisaient pas. Ensuite, en 293, Dioclétien, pour mieux gérer les problèmes encore, là, il divise l'Empire en 4, avec 4 hommes. C'est ce qu'on appelait la tétrarchie. Le père de Constantin, Constance Chlore, est un de ces tétrarques-là. À l'époque, on préférait nommer des généraux, pas des empereurs, c'était pas nécessairement des aristocrates. C'était vraiment des hommes avec une qualité militaire exceptionnelle. La mère de Constantin, Sainte-Hélène, comme l'île qui est à côté de Montréal, c'était une aubergiste. Mais il y a certaines mauvaises langues, comme l'auteur païen Zosime, qui vont rapporter que c'était une prostituée. Ouais, aubergiste. C'est ça. Les parents de Constantin, donc, viennent pas de la grande aristocratie. Et selon ce que nous disent les auteurs anciens, son père était un adepte du monothéisme, mais pas un chrétien. Donc, faut exclure en fait la thèse que Constantin était chrétien dès sa jeunesse. Donc son père meurt subitement en 306. Les troupes de son père vont l'acclamer tout de suite comme un empereur, contrairement aux conventions traditionnelles de l'époque qui étaient les meilleurs généraux. Il s'ensuit donc une guerre civile dans l'Empire d'Occident. Là, je saute un peu rapidement les événements pour arriver à un événement vraiment important, c'est la bataille du pont Milvius. Qui est survenu, c'est ça, en 312. Le pont Milvius est situé juste en banlieue de Rome, il passe sur le Tibre, en fait. Ça oppose Constantin à son rival Maxence, qui était aussi un usurpateur. En fait, il y a une version de l'histoire qui chrétienne, surtout, que Constantin marchait avec son armée vers Rome, puis il aurait en fait aperçu dans le ciel une croix et une inscription disant par celui-ci, tu vaincras. Ah, comme ça, dans le ciel. Ouais, c'est ça. Dans les nuages. Ça aide au lever du jour, peut-être. T'es confus. Les sources chrétiennes nous disent aussi qu'à la veille du combat, pendant la nuit, dans un rêve, le Christ serait apparu à Constantin avec le signe qu'il avait vu dans le ciel et lui aurait ordonné de faire une copie de ce signe-là et de s'en servir comme protection contre Maxence. Donc, la croix était-tu déjà implantée parmi les chrétiens ou... Oui, c'est ça, la croix était déjà, mais c'est pas exactement la croix qu'on avait aujourd'hui. Donc, c'est ça, il y a toute une mythologie, en fait, autour de cette bataille-là. Il faut rappeler qu'à l'époque aussi, il y a une grande importance des songes pour les gens d'Antiquité. On a toujours besoin, en fait, d'une intervention divine pour annoncer et justifier la victoire des héros. C'est pourquoi on a recours à des motifs extraordinaires et miraculeux comme ça. Dans les 40 lettres qui sont parvenues dans le fond de Constantin, il évoque à plusieurs reprises qu'il a reçu l'aide de Dieu. Il attribue des victoires, mais il mentionne jamais qu'il y a eu un rêve ou une vision qui a prémis le succès. Donc c'est venu après. Oui, c'est ça. C'est les auteurs chrétiens qui ont raconté ça. Embelli. Que Constantin leur a dit ça. Dont Eusèbe de Césarée et Lactance. Il n'y a aucune monnaie aussi qui a représenté le miracle qu'il y a eu pendant la bataille. Chez les païens, eux autres, ils ont considéré que c'était apercevant un vol de chouettes qui s'est posé sur les murailles de Rome que Constantin aurait décidé d'attaquer et que ça lui aurait pas procuré la victoire. Un autre type de signe. Ouais. Au matin de la bataille, Constantin il a demandé à ses troupes en fait de peindre sur leur bouclier le symbole du Christ, qui est le chrisme, qui est composé de lettres grecques, en fait la lettre chi, c'est comme un X pour nous. Okay. Puis la lettre rho qui est un P. Qui ressemble un peu. La masse volumique. Oui, exact. On s'en souvient. Mais cette pratique, en fait, était pas nouvelle dans l'Antiquité. Ouais. Justement, puisque t'en parles, je me demandais si d'autres symboles ont déjà été peints. Là. Est-ce qu'avant, quand les gens étaient plus païens, ils peignaient des symboles religieux qui sont en lien avec ces dieux, cette multitude de dieux-là? Ou, Ouais, en fait, chez les Romains, souvent on peinturait l'éclair de Jupiter, de Zeus aussi sur les pluies. C'était une façon de montrer, en fait, physiquement qu'on avait une protection du dieu le plus puissant, qui était Zeus pour les païens. Donc encore, il récupère encore une pratique.
sauce chrétienne cette fois-ci. Ouais. Puis Constantin remporte la victoire en fait de façon assez éclatante et est devenu ainsi le seul empereur d'Occident. Pendant 12 ans, une paix s'installe avec l'empereur d'Orient, qui est Licinius à l'époque, jusqu'en 424, où une nouvelle guerre va éclater avec cet empereur. Mais je vous passe les détails, mais il va remporter aussi la victoire. Après la bataille en fait de 312, c'est là que Constantin se montre en tant qu'empereur chrétien. Il va établir une paix religieuse dans l'Empire avec les 10 000 ans. Les chrétiens qui étaient jusqu'à ce moment-là persécutés dans tout l'Empire vont pouvoir exercer leur culte librement. Mais il faut se défaire de l'idée que Constantin avait voulu établir le christianisme comme la seule religion de l'Empire. Il l'a tout simplement légalisé. Les problèmes de l'Empire étaient déjà nombreux. Puis en légalisant le christianisme, Constantin résolvait un peu les problèmes, puis il pouvait se concentrer à redynamiser l'Empire. Donc c'était plus de la tolérance C'est ça. qu'une mise de l'avant. Exact. À partir de 313, les païens et chrétiens donc vivent en toute égalité. Mais les chrétiens n'étaient pas aussi nombreux qu'on pouvait le croire. En fait, ils représentaient 10% de l'Empire, puis la majorité était dans la partie orientale. Donc c'est à peu près 6 millions de personnes sur une population de 60 millions. Puis c'est vraiment une idée du 19e siècle en fait que l'Empire romain s'est devenu chrétien en 312. Là. C'est vraiment plus tard. Ouais, ça se fait pas en un an de christianiser 60 millions de personnes. Hein? Surtout des cultes traditionnels qui sont implantés là, depuis aussi longtemps dans l'Empire. Puis en plus, Constantin, il a pas renoncé en fait à son titre de Pontifex Maximus, qui est le titre du chef des cultes romains. OK. Il a laissé en place toutes les institutions religieuses qui existaient avant. Il n'y a aucun temple qui a été détruit. Le règne de Constantin, ça doit surtout être perçu comme un rétablissement de la grandeur de l'Empire. Puis, la politique religieuse de Constantin est fondamentale parce qu'on se va fixer en fait des tendances dans le monde romain qui existaient déjà. En fait, on commence à se questionner sur la vie après la mort, le salut. On voit l'émergence en fait de nouveaux cultes comme le Sol Invictus que je vous ai parlé au début de ma chronique. Cette idée en fait du soleil invaincu va être récupérée par les chrétiens. Il y a donc à l'époque une tendance vers le monothéisme dans les croyances, pas juste dans le christianisme. Le soleil invictus, c'est Noël, c'est ça? Ouais, c'est le dieu que sa fête éternelle, c'est le soleil invaincu. Ouais. Ce qu'a fait Constantin, c'est ça, c'est cristalliser les tendances religieuses. Mais aussi, il y avait des bénéfices à cette conversion-là en fait. Ça lui permettait de s'attirer la faveur de tous les chrétiens. En plus de gouverner l'Empire, Constantin devenait en fait aussi le président d'une autre organisation qui allait devenir très puissante pendant le Moyen-Âge, l'Église. Ça va lui permettre aussi de trancher des problèmes de discipline, de dogme, comme lors du concile de Nicée, que je vais aborder en quelques instants. Puis en plus, à l'époque, se convertir au christianisme, c'était vraiment avant-gardiste pour l'époque. Puis il y avait d'autres princes qui ont essayé aussi de se convertir, donc qui voulaient montrer qu'ils étaient d'avant-garde. Puis ça donnait une meilleure signification en fait au trône de l'empereur parce qu'au 3e siècle, ça avait perdu un peu de son lustre. Puis aussi, Constantin va jouer vraiment avec ce flou-là du christianisme et du paganisme. En fait, on a notamment retrouvé des pièces de monnaie qui sont frappées à son effigie, mais aussi accompagnées en fait de la figure du dieu païen Sol Invictus. Donc, il veut vraiment se faire aimer par tout le monde. Il va encourager la construction, c'est ça, d'églises, de basiliques. Puis Constantin va faire beaucoup de donations d'argent. Puis même si c'est un grand commanditaire de construction de culte chrétien, il va pas interdire le culte païen parce que c'est 90% de sa population. Donc c'est ça. Là, je parlais en fait du concile de Nicée, qui est vraiment un élément important aussi de son règne, qui survient en fait en 325. À ce moment-là, en fait, les principales querelles religieuses, c'était pas entre païens et chrétiens, c'était vraiment entre les chrétiens eux-mêmes, finalement. Classique. Ils pensaient avoir réglé la question, mais non, là, il y avait beaucoup d'autres choses à régler. Puis, en fait, le concile de Nicée, ça part d'une querelle dans l'église d'Orient. À ce moment-là, il n'y avait pas d'institution qui supervisait tout comme aujourd'hui là, dans l'église. En fait, puis, c'est pour ça qu'en 325, il convoque tous les évêques d'Orient, plus une bonne partie de ceux de l'Occident. Puis il voulait se montrer en fait comme le champion de l'unité. Et la question la plus importante à régler pendant ce concile-là, en fait, c'est la dignité du Christ. En fait, il y avait un évêque, Arius, en fait, que pour lui, Jésus était subordonné au Dieu le Père, en fait. Puis
les évêques au cours de ce concile-là, en fait, sont contre cette idée-là et vont décider, en fait, que Jésus et le Père sont d'égale divinité, en fait. Donc, c'est ça, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Exactement. Tous au même niveau. Ça, c'est égal, pas de chicane. Tout le monde est... Constantin meurt en 337. Il se fait baptiser sur son lit de mort alors qu'il s'en allait en campagne militaire en Perse. Il reçoit en fait le baptême à sa mort pour se laver de ses péchés et arriver dans l'au-delà pur. C'est donc il n'était pas encore chrétien avant sa mort. Ben, Officiellement. Oui, officiellement, mais dans son comportement puis dans ce qu'il disait, en fait, il l'était. Il y a un flou Fait artistique. que là, être chrétien, c'est un état d'esprit, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, il s'est fait enterrer à Constantinople, en fait, dans l'église des Saints Apôtres qu'il a fait construire. Puis son tombeau était placé au centre de 12 statues représentant les 12 apôtres, puis lui était au centre comme le 13e apôtre. Donc, Ou un peu, donc, il se prenait dessus un peu comme pour Jésus. ouais, c'était pas n'importe qui. Là. Donc, c'est vraiment sous ses fils, finalement, que va s'enclencher une répression des cultes païens vers 370 environ. Donc, c'est ses fils qui ont vraiment Christianiser l'Empire. christianisé, Ouais. ils ont pris ça, embrassé le christianisme Ouais. à fond. Super. Merci Alexandre pour cette chronique très éclairante sur l'histoire, le début de l'histoire occidentale chrétienne qui éclaire beaucoup de nos traditions aujourd'hui. On va aller en musique avec Valérie. Oui, je vais vous faire jouer du beau petit Térémine encore. Oui. Cette fois-ci joué par Clara Rockmore, qui est née en Russie sous le nom de Clara Reisenberg. Et c'est une femme qui, à 5 ans, était une prodige du violon, mais qui a dû abandonner son instrument de prédilection en raison de graves problèmes osseux dus à la malnutrition. Donc, Dieu, quelle poisse. ouais, mais en La fait, Russie, c'est difficile, hein? ouais, c'était difficile. Mais finalement, comme elle a recyclé toutes ses atouts et son savoir au Térémine, puis elle a travaillé en commun avec Léon aux États-Unis alors qu'il essayait de développer le marché commercial du Térémine. Donc là, c'est un vidéo YouTube que j'ai converti en MP3. On va espérer que ça soit beau.
De retour à Histoire de passer le temps avec Maude Savaria au micro. On a eu un moment d'inattention, mais c'était très mélancolique. Tout se termine, hein, c'est ça, ouais. On dirait un mix entre le violon et un gazou. Puis un orgue. Mais électrique, tu sais, c'est malade. Ouais, ben ça te met dans c'est ça, dans un mood de Russie, hein. C'est la fin de l'hiver. C'est ça. Donc, on va poursuivre avec David qui nous parle de notre ville et du quartier Milex ou Myland, qui, je crois, est rendu très cool comme quartier, mais moi, je vais pas à l'ouest de la ville, fait que je sais pas. Je reste à l'est. C'est au centre. C'est pas à l'ouest. Non, mais c'est ça, je reste à l'est, moi. Si je vais pas à l'ouest, ça, c'est rendu à l'ouest pour moi, là. Oui, voilà, le sujet, le Milex, qui est qui n'existe pas, en fait, qui est une invention récente. On n'allait pas laisser passer ça. non, merci. Une invention récente par les promoteurs pour rendre ça tout ce petit coin de quartier très cool. Et pouvoir charger plus cher de loyer. Exactement. OK, là, j'y vais. Là. Oui, on y va. Okay. Observer comme ça à partir de la ville, cet endroit au début du 20e siècle donne l'impression d'avoir un pied dans l'industrialisation. J'ai essayé de faire une intro un peu différente que je fais normalement, mais de toute évidence, ça fonctionne pas. D'habitude, je tergiverse sur mon processus d'écriture et j'en parle longtemps et tout, puis après ça, je rentre dans ma chronique parce que, tu sais, je manque de contenu, mais là, j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais rentrer tout de suite dans ma chronique. Commençons depuis le début, en fait. L'urbanisation de la partie sud s'est faite très rapidement en 1870. Louis Beaubien achète des terrains qui appartiennent aux hospitalières de l'Hôtel-Dieu. Journaliste, politicien et membre du conseil d'agriculture, membre du conseil provincial d'agriculture, pardon. Ah, merci, c'est beaucoup mieux. Il souhaite faire de ce secteur situé en plein cœur de l'île un endroit pour y tenir de façon permanente l'exposition agricole annuelle. La famille Beaubien entend également profiter du passage à venir de la voie ferrée pour revendre des lots et favoriser le développement résidentiel dans ce secteur. Évidemment, un homme d'affaires perspicace, Louis Beaubien tisse des liens avec le curé Labelle et les promoteurs du chemin de fer du Pacifique. Pourquoi? Parce qu'il était déjà prévu que la ligne qui relie Saint-Jérôme à Montréal soit prolongée le long de la rivière des Outaouais entre Sainte-Thérèse et Hull. Le secteur allait donc inévitablement servir de plaque tournante pour le futur chemin de fer du Pacifique. Louis Beaubien va même s'assurer personnellement qu'un arrêt à la gare du Myland soit obligatoire sur la voie principale. Il souhaite ainsi bénéficier de la hausse de valeur foncière qu'entraîne la mise en place du chemin de fer et adopte une stratégie de développement similaire à celle privilégiée par d'autres promoteurs montréalais à l'époque. Jusqu'ici, rien de surprenant. Il est à son affaire. C'est ça, il place ses pions à bonne place. Le projet se met en place et en 1876, la première ligne est ouverte entre Hochelaga et Saint-Jérôme. Comme prévu, la gare du Myland devient un arrêt important. La gare du Myland, aujourd'hui, elle serait située, dans le fond, elle n'existe plus, elle a été démolie, mais au coin de la rue Bernard et l'avenue Bernard et de la rue Saint-Laurent, en fait, c'est pour vous situer un peu. En 1882, le Canadien Pacifique achète la voie ferroviaire, en fait, achète la compagnie de chemin de fer et l'entreprise Canadien Pacifique va ouvrir sa gare de triage dans Outremont en 1887. Seule l'ouverture d'une gare de triage, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire des jobs, l'emploi en masse. Donc, il y a une accélération du développement dans la partie est, sur le terrain qui appartient à Beaubien, parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui vont chercher à habiter dans le coin, comme il y a beaucoup d'opportunités d'emploi à distance de marche. La partie ouest, qui appartient à la famille Bagg, reste, quant à elle, à l'abri de cette vague d'urbanisation. Puis là, quand je dis la partie ouest, je pars vraiment de Mont-Royal et je monte jusqu'au nord, là, jusqu'à l'avenue, la rue Saint-Zotique, en fait, au nord de la voie du Canadien Pacifique. Et puis, le 7 juin 1890, moment où les héritiers d'Agathe Perrault-Nolan vendent un grand terrain à un promoteur torontois pour la somme de 130 000 $, qui équivaudrait aujourd'hui à 30 millions à peu près. OK. Oh mon Dieu, ouais. On convertit. Le projet de Manwaring et son associé McQuaig est bien simple, construire un quartier résidentiel pour gens aisés, similaire à celui qu'ils ont développé à Toronto. Je ne sais pas si vous connaissez bien Toronto, mais pas du tout. Non, pas vraiment. The Annex à Toronto, c'est eux qui l'ont mis en place, en fait. Là, c'est le quartier qui a pris l'Université de Toronto aujourd'hui. Ils veulent faire la même chose ici, donc un quartier bourgeois avec des grandes maisons, des grandes villas en pierre. Puis à côté d'une gare, ça peut être pratique. On comprend très l'intérêt. pratique, d'ailleurs. Puis
la position de la gare et de la cour ferroviaire va servir dans les stratégies de publicité, en fait, dans les stratégies de promotion du secteur. Et évidemment, ils veulent profiter de la fièvre immobilière qui s'est emparée de Montréal et ils veulent attirer... leur projet attire l'attention des grandes fortunes de l'époque, là, qui sont intéressées, qui veulent investir à Montréal. Il y a de quoi qui se passe, particulièrement à Ville-Saint-Louis. D'ailleurs, les deux hommes vont viser d'abord les journaux de Toronto pour faire la publicité parce que là-bas, le marché immobilier est un peu froid et on veut attirer des potentiels investisseurs vers Montréal où il y a encore beaucoup de possibilités de croissance. Là, les choses se mettent en place. En 1895, la municipalité de Saint-Louis devient la municipalité de Saint-Louis-du-Myland, devient Ville Saint-Louis. Clairement, ça fonctionne, le projet fonctionne et il y a une augmentation de la démographie dans le village. Et puis là, on va devenir une ville. Les normes de construction sont assouplies et les règlements de zonage sont uniformisés, permettant dès lors non plus d'attirer uniquement une population de classe moyenne et classe moyenne supérieure, mais également des travailleurs et des travailleuses œuvrant dans les usines et les manufactures du secteur. Et par contre, la municipalité a un peu des relents de ville frontière. C'est ça. Une réputation qui date de l'époque des Pieds Noirs. Les Pieds Noirs, c'est les gens qui travaillaient dans les carrières. Il y en avait une grosse sous le parc Laurier, une autre près de la rue Masson actuelle, puis une autre sous le parc Étienne de Marteau. Vous connaissez bien votre géographie montréalaise. Et les Pieds Noirs, ça vient du fait que ces gens-là allaient travailler. En fait, il fallait qu'ils traversent des champs pour se rendre aux carrières. Ils enlevaient leurs souliers pour pas les salir. Et quand ils arrivaient en ville, ils avaient les pieds noircis par la terre. Donc, on les appelait des Pieds Noirs. Rien à voir avec l'Algérie ici. C'est ça. Oui. Événement cocasse, en fait, qui illustre un peu le climat politique dans le village. Le 23 mars 1895, j'ai vérifié la date. Il y a une guerre entre deux compagnies de tramway pour l'installation des lignes de tramway dans le village. On veut relier, en fait, on veut relier Ville-Saint-Louis à la ville de Montréal. C'est important. Est-ce que c'est une grosse distance à ce moment-là entre Montréal et Ville-Saint-Louis? Est-ce que ça se rejoint presque? C'est 1 000 à pied. Ah, bon, ben voilà. C'est le mile end. Oui, c'est l'hôtel de ville de Ville-Saint-Louis est situé, elle est encore là, c'est le poste de pompier, est situé au coin de la rue Laurier et du boulevard Saint-Laurent. Là, ok, oui, je vois, exactement. De carrefour civique. Ouais. C'est là, en fait. Puis là, on veut relier ça à la ville. C'est pas une grosse distance. À pied, c'est un peu long, mais en tramway, ça se fait assez bien. Et puis, le 23 mars, il y a un vote au conseil municipal et pour décider quelle compagnie obtiendra le contrat de construction, celui qui détient le vote déterminant, c'est l'échevin, c'est le William Henry Young, un dentiste, qui a changé plusieurs fois d'allégeance. Le matin du vote, son épouse rentre au conseil et affirme qu'il a été drogué et kidnappé. Il est disparu. La réunion a même annulé, faute de quorum. Et on va retrouver l'échevin en bonne santé dans une chambre d'hôtel d'Ottawa. C'est louche. Il revient le lendemain et aux journalistes qui lui demandent des explications, il va répondre « C'est vrai, j'ai pas dit à ma femme que je partais en voyage. Il y a des choses qu'un homme doit savoir garder pour lui, n'est-ce pas? » Tout ça est très bizarre. Mais ça montre un peu. Et puis là, il va y avoir plusieurs événements dans les jours qui suivent justement autour de cette guerre-là. Finalement, c'est la Montreal Street Railway qui va remporter le contrat et qui va pouvoir mettre ses lignes de tramway électrique dans le village. Et la compagnie de tramway avait même fait arrêter le maire et un conseiller parce qu'il avait fait enlever des rails qui avaient été posés légalement. En tout cas, le bordel est poigné. Wow. Mais là, je vois le temps qui file. J'accélère un peu parce que j'ai pas encore parlé des meurtres. Et Magali est venue juste pour ça. Je suis démasquée. Oh là là. On passe au Milex, au nord de la voie ferrée. En 1903, on veut moderniser la municipalité et faire de la rue Saint-Laurent un axe important pour le développement de la ville de Ville-Saint-Louis. On souhaite aussi accélérer le développement d'un nouveau quartier ouvrier dans le nord de la municipalité, au-delà de la voie du Canadien-Pacifique. Si les égouts de la partie au sud de la rue Bernard sont reliés aux égouts de Montréal depuis 1892, le nord ne l'est toujours pas en 1903. Et ce, même si ce secteur compte déjà plus de 3000 habitants. D'ailleurs, on avait fondé la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix en 1900 pour répondre aux besoins de la population locale. Sans égouts et sans système de canalisation, les eaux de surface se drainent naturellement vers la rivière des Prairies. Les eaux usées, quant à elles, s'accumulent dans les fosses. Bon, ça sent moyennement bon. C'est agréable, même. Wow. Ça n'aide pas de développement économique. Puis, plusieurs terrains ne peuvent d'ailleurs pas s'assécher naturellement, particulièrement le long de la voie du Canadien-Pacifique, où les entreprises doivent elles-mêmes le faire à leurs frais, ce qui évidemment ralentit l'établissement d'entreprise et ne correspond pas au plan des échevins de Ville-Saint-Louis.
Le secteur attire également l'attention parce que la faible présence policière et le haut taux de criminalité donnent une très mauvaise réputation à l'endroit, qui est particulièrement exposé aux coups de main des vagabonds. Ces derniers abondent dans le quartier. La raison est bien simple, c'est que ce lieu de passage-là, il y a 2 lignes qui se croisent, ça fait un Y, une ligne qui va vers le nord, vers Saint-Jérôme, et si on prend l'embranchement vers Hull, on peut se rendre dans l'Ouest canadien. Il y a aussi une ligne qui fait le tour du Mont-Royal et qui va redescendre vers la Chine et qui permet d'atteindre les États-Unis. Donc, si vous voulez vous sauver de la ville, partir rapidement, jumper sur un train, vous allez là, parce que vous avez la possibilité de prendre les 2 embranchements. Même chose, si vous arrivez en ville, la gare du Myland, c'est la première qui est vraiment en milieu urbanisé, et vous débarquez là, dans le fond, qui est ce qui correspond aujourd'hui. À l'époque, c'était le parc Laval, qui était vraiment une plateforme pour les vagabonds, les clochards et les criminels montréalais qui se promenaient. Pas une place recommandée. Le pit stop par excellence. Non, d'ailleurs, excusez-moi pour les bruits de feuilles. Quand le soir arrive, la crainte s'empare de la population. D'ailleurs, le 18 juin 1905, une affaire défraie les manchettes. Lorsqu'une femme est retrouvée égorgée sur le seuil de sa résidence au coin de la rue Atlantique, maintenant Saint-Zotique, et de l'avenue Esplanade. Ça, c'est juste à côté du bar Alexandraplatz. Là, attention, image graphique à venir. Oui, j'en ai été averti. Faites pause. En fait, je dis égorgé, mais c'est pas vraiment ça. On a retrouvé la tête sur le trottoir en avant et le corps à l'intérieur de la maison sur une chaise. Donc, pensez à ça avec votre prochaine bière. Ben oui, mais c'est ça. Helen Quinn vivait seule, son assassin ne sera jamais retrouvé, contribuant ainsi à cristalliser la mauvaise réputation de l'endroit. Selon les manchettes des journaux, ce serait pour une question d'argent et le meurtre aurait été commis par un immigrant d'origine britannique qui aurait rapidement levé les pattes après le drame. En train. Comment ça? En train, évidemment. Ben oui, tout à fait, c'est ça. On peut se sauver, voilà. Ce serait un des voisins, en fait, qui aurait entendu la dispute entre les deux, et puis il avait reconnu l'accent anglais typique des îles britanniques, là. C'était de toute évidence un connaisseur des accents. Voilà. Mais les journaux à l'époque sont assez graphiques et il y a toutes sortes de témoignages. Et on donne même les adresses des victimes et des trucs comme ça. C'est super. C'est très La vie privée, hein. Ça n'existait pas à l'époque. Une femme, je disais un article justement, puis une femme se cache dans un immeuble, puis là on dit où elle se cache. Je fais, c'est super brillant, ça. Bravo. Wow. J'ai parlé jusqu'ici du contexte et du développement. Ce que j'ai décidé de faire finalement, c'est de couper en deux ma chronique. Je vous explique pourquoi. En 1900, les immigrants italiens font de Saint-Jean-de-la-Croix leur paroisse d'adoption. Ils vont quitter les quartiers du bas de la ville pour s'établir au nord de la voie du Canadien Pacifique. C'est la naissance de la petite Italie. Ils s'établissent là parce que beaucoup travaillent comme manœuvre pour les compagnies ferroviaires et ils ont la possibilité de construire eux-mêmes leur maison sur des lots qui coûtent peu d'argent. Ils peuvent également pratiquer de l'agriculture à la maison avec les friches industrielles et les terrains vagues dans ce secteur. L'arrivée d'une nouvelle communauté va évidemment créer des frictions et il y a une psychose qui s'empare de la population, en fait qui s'empare de la presse montréalaise autour du crime italien. Les articles donnent l'impression que les Italiens sont des immigrants dangereux, jumelés au fait qu'ils résident dans un quartier où les clochards sont nombreux, ça donne une mauvaise réputation au futur Milex. D'ailleurs, le Montreal Herald qualifie l'endroit de secteur malfamé en raison du grand nombre de résidents italiens. Oui, voilà. les Italiens étaient mal vus là, à l'époque, puis effectivement, oui. Ils étaient aussi très pauvres, là, donc. Tout à fait. Et puis le journaliste mentionne par la suite que les citoyens, qu'il y a également des citoyens anglophones et francophones qui vivent dans ces endroits-là et qu'il faudrait pas non plus les oublier. Il mentionne aussi que tous les Italiens n'appartiennent pas à la Main Noire, loin de là. La Main Noire, c'est quoi? C'est la première organisation criminelle italienne aux États-Unis dont les racines remontent évidemment jusqu'à la petite Italie. Montréal étant alors une plaque tournante, une plaque du crime organisé de la mafia italienne. Bref, selon le journaliste, ils ont le droit d'être protégés aussi, mais les échanges de coups de feu et les bagarres, les appels au secours sont si nombreux que personne n'a prêté attention aux cris d'agonie d'Antonio Granito, un jeune Italien qui vivait au coin de la rue Casgrain et de la rue Beaubien, qui s'est fait tuer en pleine rue dans une histoire de triangle amoureux. Rien à voir avec la mafia, mais ça montre un peu que le quartier, c'est un quartier rough en fait, là. Et puis vraiment les deux meurtres, celui d'Helen Quinn et celui d'Antonio Granito, vont
forcé en fait l'opinion publique à demander une présence policière accrue dans le quartier. Voilà. Le reste, et toute l'histoire dans ma fiche, je poursuivrai la prochaine fois. Et donc, pour résumer, bien qu'à la fin du 19e siècle, les promoteurs torontois avaient rêvé de faire l'endroit un petit Westmount, la cour de triage du Canadien-Pacifique et les nombreuses industries ont façonné un quartier ouvrier et multiculturel dont l'histoire doit inévitablement faire l'objet d'une autre chronique. Donc, la suite dans quelques semaines. Oui. Merci, David. On va aller en musique. Est-ce qu'on a encore le même instrument ou... Oh oui, je vous lâcherai pas les oreilles. Encore une fois, Clara Roquemort qui est accompagnée au piano par sa sœur, Nadia Reisenberg. Ils vont jouer Liebesled de leur album The Lost Theremin. De retour à Histoire de passer le temps avec Maude Samaria au micro toujours. Donc c'était plus doux celle-là, Valérie. J'ai mieux aimé. Oui. Ben, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein de gens qui sont en train de redécouvrir le Thérémine. Yep. Allez voir des vidéos. Allez voir ça. Pour terminer l'émission, Marie-Lou, tu nous parles du collectif des Guerrilla Girls. Donc, est-ce qu'il faut être nu pour voir une femme au Met Nu Museum? Oui, ben en fait, c'est un peu l'amorce que j'avais choisie cette semaine, puis je vais vous expliquer pourquoi, parce que je trouve que cette affiche est très, très évocatrice. En fait, si on peut faire le lien, là, depuis tantôt on entend du beau Thérémine, des femmes artistes, ben elles l'ont pas tout le temps facile dans le milieu artistique, c'est les femmes, on va se le dire. Moi, j'ai eu l'idée de faire cette chronique-là un peu pour parler d'un collectif qui existe encore aujourd'hui, donc c'est intéressant de le mentionner. Je suis super contente, ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette chronique-là avec vous. L'histoire, pour la petite histoire, là, en fait, j'étais cet été à Londres et j'ai une passion pour les centrales hydroélectriques et le patrimoine industriel, donc j'avais vraiment envie de visiter ce musée-là. Puis là, je me dis, une dernière salle. Et là, je tourne le coin et j'arrive dans la salle des femmes des médias. Donc, je vous ai déjà fait des chroniques en parlant un peu de mon sujet. Là, je travaille justement sur la présence des femmes dans le milieu médiatique. Donc, ça m'a vraiment interpellée. Et là, j'ai vu les affiches des Guerrilla Girls. Je les connaissais déjà, mais là, de voir tout ça dans un même lieu, c'est vraiment fort. Donc, j'ai envie de partager ça avec vous. L'histoire un peu du groupe est intéressante aussi parce que c'est quand même un groupe, ça fait 30 ans qui existe
c'est rare, hein, ces collectifs-là, souvent ça éclate. C'est très éphémère. Donc, ça donne lieu à une étude intéressante, justement, en histoire de l'art, voir l'évolution des stratégies. Les Guerrilla Girls, en fait, sont un groupe de femmes artistes féministes fondé en 1985 à New York, pour protester contre la discrimination sexiste et le racisme dans le milieu artistique, dans les galeries d'art, les musées. L'événement qui cristallise la naissance de ce collectif-là, c'est vraiment une exposition au musée d'art contemporain, au musée d'art moderne, de New York en 84. Ça se voulait un peu présenter les tendances dans le milieu de l'art contemporain actuel. L'exposition s'appelait An International Survey of Painting and Sculpture. Et là, ce que les femmes ont vraiment déploré, c'est que il y avait sur 169 artistes, il y avait seulement que 16 femmes qui étaient incluses dans cette exposition. Une grosse proportion. Exactement. Il n'y avait pas vraiment le souci d'inclure justement d'autres perspectives. Donc, il y a eu des protestations devant ce musée-là et de part des femmes et même des hommes artistes aussi qui comprenaient pas ce qui se passait là. Et puis voyant que ça n'aurait aucunement influencé le musée, le moment, ni le public à aller assister, les Guerrilla Girls sont fondées pour justement un peu avoir des stratégies pour un peu faire changer les choses. Donc, portant des masques de gorilles dans les événements publics, elles vont user de plusieurs stratégies pour faire entendre leur message. Faut dire aussi, pour contextualiser un petit peu leurs revendications, elles arrivent dans un moment où la scène artistique adopte quand même une nouvelle théâtralité et devenait de plus en plus politique à l'échelle mondiale. La performance et le street art aussi se généralisent, donc quand même un petit peu une démocratisation de cet art. C'est aussi l'époque de Ronald Reagan, de Thatcher, donc un certain conservatisme qui ne plaît pas évidemment aux artistes. Donc les stratégies économiques, beaucoup de répression dans le milieu de l'art. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que les femmes vont manifester. Pourquoi la symbolique du gorille? Peut-être que ça va en voyant vos photos. C'est quoi le rapport? Oui, j'ai fait un lapsus là-dessus tantôt. Mais Magali a fait un très bon lapsus en fait parce que justement c'est l'origine des masques de gorilles. C'est un lapsus. En fait, une des membres qui avait écrit une convocation pour les autres membres du groupe pour une réunion. Elle avait écrit gorilla, puis là finalement ils ont dit oh mon Dieu, mais quel, on rit, puis on dit ben c'est vraiment intéressant comme petit lapsus. Elles ont utilisé justement des masques de gorilles, puis si on analyse ça, c'est pas bête parce que les gorilles sont quand même une image très masculine. Il y a aussi beaucoup, cette image est utilisée beaucoup dans les médias de masse, donc c'est vraiment un peu la symbolique était idéale. C'est une belle réappropriation du symbole. Exactement. Ça déplace un peu les qualificatifs de genre. C'est intéressant. Exactement. Puis elle faisait des jeux de mots, genre des masculines avec les masques et tout. Donc, mais pour la petite histoire aussi, c'est que ben c'est des femmes, ce sont tous des femmes artistes qui ont des carrières à part entière, donc elles voulaient pas non plus que leur identité, leur carrière soit un peu bousillée pour leur intervention sur la scène politique, donc sur la scène publique, leurs interventions politiques justement. Donc l'anonymat était parfait, mais elles ont poussé aussi cet anonymat-là en changeant de nom, en adoptant des noms, pas légalement, là, juste symboliquement dans leurs interventions, parce qu'elles ont rapidement eu des demandes d'entrevue. Donc, elles se sont tous approprié un nom d'une femme artiste qui était décédée. Dans des entrevues qu'elles ont réalisées, elles disaient que elles sont allées dans les notes de bas de page des manuels d'histoire de l'art, pour voir aussi ces femmes qui ne méritaient pas, selon les auteurs des livres, hein, c'est auteur, pas autrice, de figurer parmi la trame du livre. Ils ont même pris des femmes, une autrice qui faisait de l'histoire orale dans les années 30, donc ils sont vraiment allés chercher des figures pas mal oubliées. Donc, vraiment, dès 85, elles vont utiliser des noms de scène. Les stratégies de groupe, je les ai un petit peu évoquées, là, en vendant le punch dans ma publicité. Mais elles vont faire des affiches, donc c'est des artistes, on se rappelle. Donc, évidemment, elles vont mobiliser l'art.
elles vont aller dans les rues, comme je l'ai dit, suite au moment, mais elles vont faire plusieurs manifestations, protestations. Mais ma stratégie préférée, c'est le Weenie Count. En fait, c'est le comptage de kékettes, si je traduis ça librement. C'est Weenie Count. En fait, c'est qu'elles allaient dans les musées ou les galeries d'art ou peu importe. Et là, elles vont compter justement c'est combien d'hommes artistes versus des femmes artistes aussi ou ne serait-ce pas juste dans l'artiste mais le tableau les sujets du tableau et littéralement les kékettes, j'imagine. Oui aussi il y a cette, mais d'où quand t'as introduit ma chronique, ben justement elle disait que il y a justement au Met il y a 85% des nus qui sont des femmes, mais elles représentent juste 5% des artistes qui sont dans le Met, qui est quand même un musée vraiment un des plus visités à travers le monde. Et très, 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 très grand. Très grand, très prestigieux, très important. Donc, tu sais, c'est vraiment moi, j'aime beaucoup la stratégie de la statistique, en fait, c'est que les datas deviennent partie intégrante des œuvres, là. C'est vraiment pas juste... donc, ça fait vraiment partie de la démarche artistique. Moi, je trouve ça vraiment évocateur, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça les a un peu protégés. Comment tu veux critiquer une œuvre quand, je veux dire, c'est tangible. Des fois, c'est elles-mêmes qu'elles vont faire leurs statistiques. Des fois, elles vont utiliser des statistiques, mais elles vont toujours mettre la source. Donc là, ça va vraiment donner des... Donc, leurs revendications sont tellement un béton qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est 5%. Exact. Il n'y a rien à dire là-dessus. Exact. Et justement, elles vont faire des cartes postales aussi pour se financer, parce que ça coûte de l'argent quand même, mais ça prend du temps. Le temps est un privilège. Donc, elles vont faire des cartes postales qu'elles vont vendre, puis qu'elles vont inciter les acheteurs, les acheteuses de ces cartes postales-là à les envoyer avec un petit mot au musée, de laisser plus de place aux femmes racisées aussi. Ça va être rapidement intégré dans leur récrimination. Aussi, ce que j'adore, c'est que l'ironie, elle est maîtrisée à merveille. Là, j'ai pas pu dans ma publicité vous mettre plusieurs affiches, mais allez voir, leurs œuvres sont vraiment très ironiques, très cinglantes, et c'est vraiment ça rentre dedans. Un sens de l'humour assez pointu. Elle nomme les gens, elle nomme les galeries, nomme les institutions, donc c'est un petit peu difficile de rester insensible quand tu te fais nommer. Donc ça va. Ils n'ont pas peur là d'y aller straight to the point. Ben, c'est sûr que le masque de gorille aide à avoir moins peur. Oui, mais quand même. Donc, aussi, par exemple, leur stratégie va avoir des impacts. Là, en 92, elles organisent un événement majeur en raison de l'ouverture au Guggenheim d'une expo avec 4 hommes blancs. Et puis, bon, c'est annoncé, mais l'expo est pas encore ouverte. Et juste avant, le musée va intégrer une femme à l'exposition. Donc, il y a quand même, je veux dire, les musées deviennent sensibles. Elles commencent à avoir un public qui est loyal, qui est fidèle, qui les supporte. Donc, puis là, ce qu'elles avaient fait, c'est elles avaient imprimé sur des sacs de papier des gorilles, puis là, elles distribuaient ça, puis il y avait vraiment des belles images de foule avec des masses de gorilles. Donc, c'est vraiment intéressant. Wow. Donc, aussi, tu sais, elles disent quand le sexisme et le racisme ne seront plus à la mode, qu'est-ce que vos collections vaudra? Donc, tu sais, des slogans quand même assez cool. Ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est comment on peut devenir une guérilla girl, hein, parce que, tu sais, les masques, on connaît pas encore en identité. Qui tu contactes si tu veux faire partie du mouvement, mais tu peux pas. C'est elles qu'elles doivent te contacter. C'est quand même assez prestigieux. Ce club-là est quand même bien reconnu dans le milieu, mais il faut qu'elles te contactent. Et comment j'ai su ça? C'est pas que je suis dans le groupe, malheureusement, mais c'est vraiment que il y a eu un gros projet d'histoire orale qui a été réalisé avec les guérilla girls, tu sais, constatant aussi l'importance dans l'histoire de l'art. Donc, il y a eu des entrevues qui ont été réalisées, tu sais, des récits de vie. Et puis là, elles expliquent les stratégies de recrutement. Donc, elles recevaient une carte postale dans leur boîte aux lettres. Et là, elles pouvaient répondre oui ou non. Puis là, si elles répondaient oui, elles recevaient une adresse avec, tu sais, un numéro, mais jamais... On savait pas c'était chez qui, donc c'était vraiment très société secrète. Très société secrète. C'est vraiment de pousser l'anonymat, le mystère jusqu'au bout. Puis entre elles, est-ce que savent c'est qui?
En C'est pas fait, dit. elles gardent toujours leur masque, mais oui, parce que c'est leurs amis. Là, je veux dire. Elles vivent quand même dans le milieu artistique. Puis tu sais, elles sont aussi des femmes qui font pas juste ça, mais effectivement elles poussent vraiment cette réflexion. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est la réflexion publique, privée. On garde ça, mais tu sais, on fait des grands actes public. Donc, il y a vraiment ce jeu, cette espèce de maîtrise de l'ironie qui va vraiment me chercher. Je dois dire quand même, je me sentirais bien mal de pas évoquer les controverses quand même, parce que si on peut aimer le message, puis qu'à travers les années, on a vu elles ont même intégré les enjeux trans, elles ont vraiment intégré un peu, se sont attaquées à l'hétéronormativité, mais il y a quand même dans le groupe même, il y a eu des controverses que j'ai pu un peu suivre avec les projets d'histoire orale. Donc, je suivais ça un petit peu, là, c'est difficile à lire, là, si vous avez déjà lu des entrevues, mais ça révélait beaucoup des tensions internes de ce mouvement-là, que peut-être qu'elle prônait un message qui était vraiment, tu sais, s'attaquait à des musées qui étaient pas vraiment inclusifs et tout, mais il paraîtrait, et je ne peux pas remettre en cause la parole des anciennement, elle disait que même si des fois il y avait une femme justement noire qui disait qu'elle s'était pas du tout sentie intégrée dans les revendications des guérilla girls à l'intérieur des réunions, qu'elle comprenait pas un peu le défi supplémentaire d'être une femme noire dans le milieu artistique. Donc elles étaient pas nécessairement sensibles. C'est des critiques qu'il y a eu dans beaucoup de mouvements féministes et qu'il y a encore aujourd'hui. Ouais. Donc, je trouvais ça important quand même de les évoquer. Il y a aussi, tu sais, du public même, pas juste à l'intérieur du groupe, mais il y a eu, tu sais, on disait que c'était des vendus. Tu sais, vous dites que bon, vous voulez rester underground et tout, mais là, moi, je les ai quand même vus dans le tête, là. Je veux dire, c'est quand même pas un petit musée. Donc, elles ont investi à travers le temps des institutions qu'elles critiquaient. En même temps, c'est quand même une preuve de la victoire de changement. Donc, il y a eu ça aussi. Donc, c'est comme ça qu'elle justifiait. Ce qui peut être justifié aussi. Mais il y a eu beaucoup c'est les querelles internes surtout qui a un peu effrité le groupe, qui en 2003 a donné lieu, tu sais, à d'autres sous-groupes. Et là, maintenant, la revendication, tu sais, oui, c'est dans les galeries d'art, mais dans le milieu du théâtre, il y a un sous-groupe, là, c'est Guerrilla Girl on Tour, donc c'est vraiment dans le milieu du théâtre. Donc, c'est super intéressant, puis je pense qu'il y a une belle analyse qui pourrait être faite avec toutes les affiches qu'elles ont fait. Puis elles sont encore là aujourd'hui, elles font encore des mouvements. Elles font encore des actions en dehors des musées aussi? Ou? Oui, c'est ça, en dehors des musées. Des expositions legit, là. Oui, elles font des expositions assez itinérantes. Elles font aussi des soirées, des projections, il y a des documentaires qui ont été faits sur elles. Elles vont organiser des événements vraiment ponctuels d'une soirée. Sur leur site, c'est tout indiqué là depuis 1985. Ce qui est vraiment aussi vraiment fort, c'est que maintenant, elles utilisent beaucoup les réseaux sociaux, parce qu'avant, c'était les posters. Elles distribuaient des affiches, mais là, maintenant, ça se fait plus, ça coûte cher, puis ça n'a pas vraiment une grosse visibilité. Mais tout ça pour dire aussi que nous, on a quand même notre rôle à jouer là-dedans. Tu sais, des fois, c'est ne serait-ce que d'aller voir une pièce de théâtre faite par une femme, ne serait-ce que d'encourager cet art-là. Je pense que l'héritage... Dans nos choix culturels, il faut faire attention à ça. Des Guerrilla Girls aura été de compter les quéquettes et de sensibiliser le milieu à l'art des femmes. Merci, c'est une très belle conclusion. J'adore ça. Et merci, ça va être tout pour notre émission aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, partagez notre émission, écoutez-nous sur le live Facebook, sur le site de choc.ca ou en balado. Bonne soirée!